toujours été intéressé par ce que je pensais être les maths. Au début, je connaissais juste des chiffres, des choses comme ça. Mais quand j'étais très jeune, j'avais déjà cet intérêt. À l'école, j'essayais de lire des choses plus avancées. J'étais à l'âge normal de l'école, mais je lisais juste des choses plus avancées. Après, quelque chose qui était important, c'est les contacts avec les Olympiades de maths quand j'avais 13 ans. Quelques jours avant l'Olympiade que j'ai fait à 13 ans, un prof est venu et dit « Ah, il y a un truc qui s'appelle l'Olympiade, venez, je ne sais pas où, à Koukiri, en effet, à l'université, pour faire un examen. » Sans dire de quoi s'agissait, quel genre d'examen il est, blablabla, c'est des maths. Et donc il n'y a pas eu de préparation, et c'était une surprise que ça existait quelques jours avant l'examen. Donc c'était pas très connu à l'époque, ça dépendait beaucoup d'être au bon endroit où il y a un prof qui savent que ça existe. Maintenant c'est bien plus connu, en particulier pas l'Olympiade principale, celle qui sélectionne les élèves pour l'Olympiade internationale, mais il y a une Olympiade dirigée uniquement aux enfants de l'école publique. Cette Olympiade qui a des objectifs un peu différents, elle n'est pas... l'objectif n'est pas vraiment une sélection très, très dure, mais plutôt d'être utile pour l'éducation d'un grand nombre de gens. Ça touche à des nombres énormes, des millions et millions d'enfants brésiliens. Donc cette Olympiade, elle est hyper connue en ce moment. Il y a des pubs à la télé, tout le temps. À chaque fois que je regarde la télé, ça n'arrive pas très souvent, je vois des pubs sur l'Olympiade de maths. Après quelques années, donc plutôt à partir de 15 ans après, donc 2 ans après, j'ai commencé à me focaliser plus vraiment sur les problèmes d'Olympiade. J'étais très intéressé par eux, c'était une grande motivation. Et j'ai vraiment étudié parce que d'habitude avec les sujets de l'école, je n'avais pas vraiment besoin de faire beaucoup. Hein. Donc, avec les Olympiades, j'ai commencé à travailler sur des problèmes, passer plusieurs heures sur chacun, j'ai pris cette habitude. Et de façon encore plus importante, ça m'a fait prendre contact avec l'INPA. J'ai pris connaissance que des anciens gens qui faisaient l'Olympiade, mais assez connus, deux en particulier qui étaient en ce moment en train de lier avec l'INPA. Un est toujours lié avec l'INPA, c'est mon co-auteur Carlos Gustavo Moreira. L'autre, il faisait son postdoc là-bas, Nicolas Corsan-Saldanha. Et donc, ce qui nous a paru pour les étudiants, c'était que l'INPA était un endroit magnifique où on rencontrait des gens de très grand niveau. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser par la possibilité d'y aller. Et je suis aussi qu'il y avait quelque chose de particulier qu'un type comme Hugo Moreira, il a fait son master avec les lycées. Donc c'était possible de faire ça. J'ai su ça, j'ai dit peut-être je pourrais le faire moi-même. En 1995, ils m'ont dit à l'INPA que je pensais que ça serait une bonne idée que j'étudie là-bas, d'abord à un niveau un peu pré-master, mais commencer à y aller. Et donc c'est comme ça que tout de suite j'ai commencé à aller, et pendant finalement mon dernière année du lycée, je faisais des cours vraiment de master. Et c'est comme ça que c'est enchaîné très vite. Et une fois que j'ai arrêté les choses d'Olympiade, j'étais exclusif pour les études à l'INPA. Et c'est marché de façon très simple, juste enchaîner. J'étais complètement focalisé sur ces sujets. J'étudiais plus des autres sujets à l'école. Et je n'étais pas préoccupé par la fac ou d'autres choses. Pour moi, c'était très important. Les contacts que j'ai eus avec Misha Liobic, ce qui s'est passé, c'était que je n'avais pas aucune compréhension de comment ça se fait des maths. Je commençais, c'était le début du doctorat, j'avais très peur de dire de bêtises. Et comme ça, comme je voulais être complètement sûr de ce que je disais, j'étais né pour rien dire, ça n'avançait pas beaucoup.
mais il avait une conférence à l'INPA, un congrès, je ne me rappelle pas, et Lubitsch venait. Et lui, il a dit, mon directeur de thèse a dit à Lubitsch qu'il pourrait faire un effort pour me rencontrer, pour parler avec moi. Il avait un nouveau élève, blablabla, ça pourrait être intéressant pour moi. Et on s'est rencontrés, et on a commencé à discuter. Et pour moi, c'était, je parlais de Lubitsch tout le temps, comme un grand de la dynamique unidimensionnelle qui avait des résultats fondamentaux à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'était rencontrer un type plus fort du domaine. Et bon, qu'est-ce que je ferais? Donc, j'essaie de discuter avec lui. Et on rentre sur des sujets de conversation, on discute des problèmes. On trouve quelque chose, je ne comprends pas bien. Et ceci, on pourrait discuter comment on verrait attaquer ça de façon, je ne crois pas, cette approche-là. Et lui, il commence à donner des idées. Et je vois qu'il fait ça de façon très libre et sans peur de faire une erreur. Et en effet, il disait les choses. Au départ, je prenais comme un oracle, évidemment. Et après, j'essayais de comprendre ce que l'oracle avait dit. Et je voyais que ce n'était pas exactement comme ça. Il donnait des idées, qu'il avait des choses à corriger. Donc, et là, je revenais les jours suivants pour discuter encore. Non, ici, je ne crois pas que ça marche. Voilà. Et on continuait à discuter. D'autres idées venaient. Je voyais comment c'était les flots des idées. Et ça me donnait une première impression de comment on fait des maths. Bon, c'était évidemment une bonne façon de faire des maths pour lui parce qu'il était très fort. Il est très fort. Et j'ai vu, et pour moi, ça m'a laissé un esprit beaucoup plus calme pour comment approcher tout ça. Et tout de suite, je me suis dit, je suis devenu plus spéculatif. Et donc, j'ai lancé avec eux un projet qui c'était, avec eux, c'est un des sujets dont on a parlé Étienne, c'était ma thèse déjà. J'ai décidé, on va maintenant travailler nous trois sur ces problèmes-là. Et j'étais beaucoup plus, disons, ça a changé complètement mon esprit par rapport à cela, c'était très utile. Et avec un style complètement différent, après à Paris, évidemment, je passais beaucoup de temps avec Jean-Christophe Yokos. C'était quelque chose d'assez différent. Un style maintenant complètement, disons, pas complètement, mais très très différent du mien, mais que j'ai pu arriver à apprécier beaucoup avec le temps. C'était pas immédiat parce que c'était très différent, mais il a aussi été vraiment quelque chose qui m'a influencé beaucoup à la fin. J'ai gardé mon style parce que lui, il est extrêmement puissant pour certaines choses que je ne peux pas les faire de la même façon. J'ai fait beaucoup moins de calculs que lui et je travaille beaucoup moins sur les papiers que lui, mais ça m'a donné encore une autre pression sur les maths. Ici, bon, d'abord, au début de ma conférence, la première chose que je dis, c'est que j'avais jamais réussi à expliquer ça pendant une conf, et je l'ai fait par la dernière fois. Parce que pour moi, j'arrive toujours pas, c'est un sujet difficile de faire entrer dans les esprits. Pour moi, ça a pris longtemps pour que j'y arrive. J'ai essayé de faire, je pensais que je pourrais le faire de façon un peu différente en racontant comment j'ai appris les sujets et comment j'ai évolué dans ces sujets. Mais quand même, c'est dur quand on rentre dans les détails mathématiques, c'est compliqué. Bon. J'ai parlé des opérateurs de Schrödinger plutôt parce que exactement ce théorème-là, je n'ai pas de hauteur. Et donc, et plus de gens comprennent, très peu de gens comprennent de quoi il s'agit. Et c'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois expliquer ça. Je ne peux pas compter sur les co-auteurs pour le faire pour cette fois. Il s'agit d'un sujet a priori de l'analyse. Donc, on étudie en cette situation, cas particulièrement simple de l'équation de Schrödinger. Sur le plus simplificateur, c'est que c'est unidimensionnel. Et on regarde, bon, c'est l'équation qui donne l'évolution
de la quantification d'une particule. C'est plus une particule, c'est une probabilité, un truc complexe qui va donner la probabilité de trouver les particules quelque part. Et donc il y a cette équation d'évolution qui va donner la dynamique quantique. Et il s'agit que là il y a un potentiel de fond et on étudie les cas quasi-périodiques qui se trouvent être la bonne quantité de désordre pour que ça soit très intéressant. Dans les cas unidimensionnels, si les choses sont très désordonnées, on a tendance à avoir juste des phénomènes genre localisation. Et si c'est très ordonné, genre périodique, ça devient les transports purs. Et c'est exactement à ce niveau-là avec la quasi-périodicité qu'on s'attend à voir les deux. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant particulièrement les quasi-périodiques. Et donc on obtient une théorie riche avec des phénomènes possibles et on peut s'intéresser aux transitions de phase d'un à l'autre. Mais bon, ça c'est du côté d'analyse. Maintenant, quand on passe sur... il se trouve que ces genres de systèmes, ils se relient pour chaque opérateur, disons, je travaille dans les cas d'une fréquence, pour chaque opérateur d'une fréquence de ce type-là, on associe une famille à un paramètre des dynamiques, des systèmes dynamiques qui vont être, dont l'étude des bifurcations dans cette famille et du comportement de la dynamique pour chaque élément de cette famille vont donner beaucoup d'informations sur la théorie spectrale de l'opérateur associé. Et donc je passe à travailler très fort sur la partie dynamique, j'essaie de comprendre ça. Dans la partie dynamique, c'est aussi une transition de phase entre des choses connues des dynamiques, d'un côté les dynamiques de type KAM, donc la persistance des phénomènes quasi-périodiques pour cette dynamique, et de l'autre côté les dynamiques non uniformément hyperboliques. Et les transitions de phase de ces deux domaines sont en général extrêmement dures à analyser. Il y a des problèmes extrêmement célèbres dans cette problématique dont on n'arrive à rien faire. Par contre, dans les cas spécifiques d'écocycles, ce sont les dynamiques qu'on considère, c'est bien plus... c'est beaucoup plus contraint et c'est possible de faire une analyse. Il y avait déjà une analyse et j'ai poussé ça et j'ai parti de... à l'époque où j'ai commencé, il y avait l'analyse de cas extrêmes correspondant à des petits potentiels, des grands potentiels, et je me suis lancé pour comprendre l'ensemble de tous les potentiels et donc de régler la question, pour la première fois l'attaquer parce qu'il n'y avait pas de méthode, la question des transitions de phase entre les deux régions, du côté dynamique et du côté de la théorie spectrale. Je suis venu sur le sujet de l'opérateur Schrödinger, je crois que c'était une partie importante de l'histoire, donc je l'ai raconté pendant mon exposé. C'était d'abord parce que j'étais à Paris et je venais de ma thèse, je travaillais beaucoup sur ma thèse à cette époque-là, sur les ramifications de nouveaux théorèmes, toujours en dynamique unidimensionnelle. Mais à un certain moment, à Paris, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'étendue des maths, vraiment. Et aussi, comme il y a beaucoup de maths à faire, il se trouve que ce qu'on fait en particulier peut-être n'intéresse pas forcément la grande partie des gens. Donc, pour vraiment interagir avec la communauté, il faut élargir un peu ses connaissances et aller travailler sur ce qui les intéresse, plus que de chercher à les faire intéresser sur mon sujet dès l'époque. Et donc, en cherchant à interagir avec la communauté, j'ai commencé j'ai fait partie d'un groupe de travail, je crois que c'était 2002, qui cherchait à comprendre un certain article de Bourdin et Goldstein. Et en étudiant cet article, j'étais très intéressé par les côtés analytiques. C'était une analyse différente de celle que je connaissais, mais très intéressante pour moi.
Donc j'ai d'abord aimé les côtés techniques. Et j'ai vu que du côté dynamique, il y avait des questions. Au début, j'étais très naïf. Mais après, j'ai compris qu'il y avait des questions très naturelles où je voyais comment dire, métaphoriquement, c'était un peu comme je pensais que ce que j'avais compris, ou ce que les gens avaient compris sur la dynamique unidimensionnelle, ça donnait des indications de quoi on devrait faire pour cette nouvelle dynamique. Donc ça donnait, même si tout était différent, au moins ça me faisait poser des questions intéressantes que les gens ne posaient pas forcément. Et cette question-là me semblait intéressante vraiment d'un côté dynamique. Et donc c'était ça, c'est comme ça que s'est fait la transition. Bon, je continue à faire de la dynamique unidimensionnelle, mais c'est comme ça que je suis venu sur ce sujet. L'étude des échanges d'interface, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup à Jean-Christophe Yokos à l'époque. Mais on ne parlait pas beaucoup sur ce sujet à ce moment. Pendant que j'étais au Collège de France, je n'étais pas capable d'apprécier encore que c'était un sujet intéressant. Il faut dire qu'on avait des styles de travail très très différents. Donc il est du matin, je suis de l'après-midi, donc on n'arrivait pas à se retrouver beaucoup. Mais du coup, quand je suis entré au CNRS, j'ai commencé à fréquenter les laboratoires de probabilité et modèles aléatoires. Et Jean-Paul Thévenot, il commençait à parler avec moi du problème du mélange faible, des échanges d'intervalles. Et je n'étais pas d'abord intéressé, donc on allait au déjeuner, il disait il faut que je te raconte, le problème du mélange faible est très important, et je ne savais pas quoi dire, donc j'attendais, il racontait le problème. Et donc ça se répétait plusieurs fois, et à un certain moment je pensais, bon, la seule façon d'arrêter ça, c'est de vraiment travailler sur ces problèmes. Il y avait Giovanni Forni qui passait par là, un mathématicien reconnu du domaine, il y avait moi qui ne savais rien sur le domaine, et je lui dis on va travailler ensemble sur ces problèmes-là, et peut-être il pourrait dire que moi j'aurais rien à apporter dans ça parce que je ne savais même pas que c'était la théorie de base. Mais il a accepté de travailler avec moi et c'est bien marché. On a résolu les problèmes et bon, je commençais à travailler dans les domaines. Bon, l'idée des renormalisations, c'est un outil qui nous permet dont l'intention c'est de voir la dynamique dans les petites échelles. Donc on regarde une petite échelle du système dynamique, on attend les temps suivants pour qu'il interagisse avec lui-même. On obtient une dynamique induite, comme on appelle, dans cette petite partie de l'espace. Et la question c'est, normalement ça va donner un système de caractéristiques très compliqué, très différent du système original. Il y a des situations exceptionnelles où les nouveaux systèmes ils sont assez pareils avec les systèmes, sont du même type que les systèmes du départ. Donc on part d'un système, on regarde cette petite échelle, et quitte à changer les échelles du temps et de l'espace, on arrive à un système qui ressemble au système du départ. Donc ça s'appelle un système renormalisable. Et donc on peut faire ça, et après ce système renormalisable, peut-être la renormalisation du système, des systèmes en petite échelle maintenant, il va être des nouveaux renormalisables, et des nouveaux et des nouveaux. Et donc cette suite de procédures, on permet de voir dans des échelles de plus en plus petites ce qui se passe. Donc on a des microscopes de plus en plus puissantes qui nous donnent ce qui se passe dans les petites échelles. Donc c'est utile pour voir les petites échelles. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile? Ce qui se passe, c'est qu'on peut regarder ça comme une métadynamique. C'est quelque chose qui prend un système dynamique qui donne un autre, du même type, donc agir sur un même espace. Et ce qu'on est en train de faire, c'est itérer ce système dynamique. On fait de la dynamique sur, maintenant, en général, sur un truc de dimension infinie. Ça va être un système non linéaire aussi. Et a priori, on a l'impression qu'on a fait un mauvais échange parce qu'on a commencé avec un système de départ unidimensionnel, disons.
Et pour les comprendre, on passe un système de dimension infinie. Et c'est pas très clair qu'on gagne quelque chose, mais le miracle, c'est que dans plusieurs situations, c'est la façon la plus efficace pour étudier effectivement les systèmes du départ. Et ce qui arrive, c'est que cette dynamique en dimension infinie, il se trouve souvent être une dynamique qui est chaotique, donc elle ne peut pas être régulière, mais ça va être le type de chaos qui est le plus ordonné, disons. C'est pas ordonné, mais c'est les plus robustes et c'est vraiment les plus faciles à étudier. Et c'est un système uniformément hyperbolique. Donc c'est ça un peu la philosophie de la rénormalisation, c'est qu'on atteint dans les meilleurs cas. Et donc cette dynamique hyperbolique aura un attracteur qui d'abord va dire que quand on itère et on regarde de plus en plus petite échelle, on ne va pas obtenir des choses de plus en plus compliquées, mais quelque chose d'une complexité fixée, une non-linéarité fixée par exemple, parce qu'on est restreint à cet attracteur. L'attracteur va te donner les différentes possibilités pour ce qu'on va voir en petite échelle. Elles vont être très restreintes. Et voilà, donc ça c'est la philosophie. Et donc je l'ai vu pour la première fois en dynamique multidimensionnelle où c'est bien avancé comme domaine. Après mes premiers contacts avec l'opérateur Schrödinger, c'était une application de la renormalisation. Donc il y avait après j'ai travaillé sur d'autres idées. Donc la plupart de ce que j'ai fait sur les opérateurs Schrödinger, pas sur la renormalisation, mais c'était une porte d'entrée pour moi. J'ai vu qu'il y avait une possibilité d'utiliser la renormalisation, je suis allé. Et finalement, la dynamique des échanges d'intervalles, une partie énorme, c'est là, et tout ce que je fais, ça porte sur une dynamique de renormalisation aussi, sauf qu'elle est plus simple, elle va être linéaire, et ça va se trouver dans un espace de dimension finie. Donc l'espace où on renormalise, ça va être des dimensions finies, donc c'est beaucoup plus simple que les cas précédents, mais on va plus loin aussi. Donc finalement, on a un théorème aussi dur que dans les autres cas, mais la situation de départ, c'est a priori plus simple. Et donc là, c'est un théorème de renormalisation. Et donc ça intersecte beaucoup ce que je fais dans ce domaine. Il y a d'autres choses que je fais liées plutôt au système lisse, partiellement hyperbolique, etc., qui n'ont rien à voir avec la normalisation. Mais il faut dire que pour beaucoup, c'était au moins une porte d'entrée, parce que je me sentais à l'aise d'essayer de voir ce que mes idées développées sur la normalisation dans un sujet pour apporter un autre domaine. Oui, les systèmes dynamiques, c'est un domaine qui peut être approché de façon plus diverse. Il y a des gens qui les font de façon combinatoire, de façon à regarder plus les probabilités, il y a des trucs très analytiques, il y a vraiment beaucoup de façons différentes de l'approcher, c'est ça qui fait un peu que la théorie devienne aussi riche qu'elle est. Pour moi, au départ, je me sens comme un analyste. C'est ça, mes capacités sont d'analyste et tout ce qui va avec. Donc je suis aussi capable avec les probabilités. Et je me trouve bien en dynamique. En dynamique, je peux utiliser ces idées. Probablement, je me trouve être dynamicien pour des raisons historiques, parce que je fais mon doctorat à l'INCA, mais si les dynamiques ne permettraient pas d'utiliser mes capacités d'analyse, j'aurais choisi une autre chose, ça n'aurait pas marché. Mais c'est un domaine où je peux l'approcher de la façon dont je veux. Il y a toutes ces façons diverses, je peux choisir mon chemin, je l'ai choisi. Et avec les temps, j'ai pris une certaine intuition aussi dynamique et un goût particulier pour les problèmes issus de la dynamique. Donc j'ai développé ça, etc. Au départ, sur le niveau technique, etc., ce que je préfère, c'est de l'analyse dans toutes ces caractéristiques. J'aime bien travailler en collaboration. Il y a plusieurs raisons. Une raison de base, c'est que j'apprends beaucoup de maths en parlant avec les gens. Je lis très peu. Et c'est comme ça, j'apprends pas grand chose dans les conférences.
Donc c'est en parlant directement avec les gens qui me disent que c'est important, c'est que c'est pas important, quelles sont les clés d'un théorème, les collaborations permettent d'exploiter ça. Donc souvent j'ai commencé dans des domaines que quand j'ai changé de domaine, j'ai commencé à faire quelque chose dont je ne connais pas la théorie au départ, j'ai décidé immédiatement de collaborer sur un problème. C'était des problèmes difficiles, en effet, quand j'ai commencé sur les opérateurs de Schrödinger, c'était un problème très difficile qu'on a attaqué, sur les échanges d'intervalles aussi, et je n'avais pas particulièrement peur d'aborder un théorème dur, mais je savais rien quand même, il fallait quand même faire quelque chose. Donc c'était très utile, ça m'a donné beaucoup de vitesse là, parce que je commence tout de suite, je travaille sur un théorème important, on a des résultats effectivement, et là je suis en bonne voie pour maintenant continuer sur d'autres problèmes de la théorie. Donc cette stratégie a bien marché. En plus, les autres avantages de la collaboration, d'abord quand on parle avec les gens, on doit expliquer ce qu'on fait à notre collaborateur, il doit attendre, on peut comprendre aussi leurs idées. Donc là, cet échange d'idées d'abord, on donne des idées, on reçoit des idées, mais aussi juste le fait de donner nos propres idées, de les expliquer, nous fait comprendre mieux de quoi on parle. On voit exactement au moment d'essayer de formuler, vocaliser qu'est-ce que c'est dans ta tête. On voit qu'il y a de temps en temps, on comprend vraiment mieux à ces moments-là. Donc c'est quelque chose qu'on fait même par rapport à nos propres idées, juste d'être avec un collaborateur. Et je crois que ça rend aussi, psychologiquement, c'est bien, ça rend le maths un peu plus social. Et on ne se sent pas toute seule devant un problème qui peut-être n'intéresse à personne d'autre. Là, on est sûr qu'il s'intéresse au moins à 2 personnes, c'est quand même mieux. Donc psychologiquement, on se sent plus à l'aise. Donc, il y a plusieurs côtés où c'est intéressant de travailler en collaboration. Je travaille la moitié du temps au Brésil, la moitié du temps en France. C'est certainement un choix parce que j'aurais pu faire autrement, clairement. Je crois que l'intérêt, d'abord, il y a un intérêt institutionnel, ça renforce les liens de la France et du Brésil, et qui sont très importants, évidemment pour le Brésil, parce que les mathématiques en France sont bien développées, mais aussi du côté français, c'est bien qu'il y ait des mathématiciens brésiliens, en spécial peut-être des doctorants, etc., qui passent du temps en France. Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui est vraiment de l'autre côté, ça peut marcher. Donc il y a cet intérêt institutionnel. C'est comme ça qu'on a discuté au CNRS. J'étais d'abord juste au CNRS et au moment de ma promotion à directeur de recherche, ils m'ont dit qu'ils avaient l'intérêt que je passe mon temps, la moitié du temps au Brésil, la moitié du temps en France. C'était même un intérêt du CNRS. Mais pour moi, c'est aussi bien. Tous les côtés mathématiques, j'aime bien l'expérience parisienne, mais de temps en temps, ça peut être un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a tellement de mathématiques qui se font, de temps en temps, il y en a besoin d'aller ailleurs pour prendre un peu de recul et travailler juste avec une personne à chaque fois, à la place d'avoir plusieurs rendez-vous par semaine. Donc j'invite souvent des chercheurs pour me visiter à l'IMPA. Je travaille sur des sujets très spécifiques, sans beaucoup de distractions. Donc ça marche bien pour moi, c'est un style complètement différent de faire des maths. J'ai aussi mes collaborateurs brésiliens, je travaille là-bas, c'est le meilleur moment de travailler avec eux. Mais cette différence des styles et cette alternance, cette différence des styles, je crois que ça marche bien pour moi. Ça me permet de ne pas trop me fatiguer. Et aussi sur les côtés, juste l'expérience des Rio, l'expérience de Paris comme ville pour habiter, sont très différentes. Et je trouve pas que je serais encore capable de passer tout le temps à Paris, parce qu'à un certain moment, humainement, ça devient un peu
mais trop pour moi, la vitesse du jour à jour, la quantité de comment il faut aller dans un endroit à l'autre, sauter prendre des transports tout le temps, etc. Ça, je ne suis pas sûr que je pourrais bien les prendre de façon permanente maintenant. L'enseignement, je suis plutôt nul. Je préfère interagir avec les étudiants parce que j'ai des étudiants de doctorat au Brésil et en France, en parlant avec eux. Donc, je raconte sur des petites parties, je donne des indications. Ça marche mieux, c'est comme ça aussi que j'apprends beaucoup. En ce moment, c'est comme ça que j'apprends des maths. C'est comme ça aussi que j'essaie de faire comprendre les maths aux autres en parlant avec eux. Les hobbies sont évidents. Je vais à la plage, je fais la gym et je sais pas, une activité que je fais souvent, c'est être avec des copains dans des bars. Je ne fais pas beaucoup de trucs culturels plus stricts, genre cinéma, opéra, théâtre. À un certain moment, je faisais ça beaucoup plus. En ce moment, je peux faire quelque chose où on interagisse plus avec les autres. Donc, juste rencontrer, par exemple, faire des happy hour avec les collègues après le boulot, c'est quelque chose d'important dès que ça n'interfère pas avec la gym, des choses comme ça. Bon, j'étais surpris par l'annonce quand j'ai reçu la nouvelle qu'ils voulaient me donner la médaille Fields. Pourquoi j'étais surpris? C'est vrai qu'on parlait déjà il y a 5 ans, et je dirais même qu'il y a 4 ans. Donc on parlait il y a 5 ans, donc pendant 1 an avant les congrès, j'entendais déjà des choses sur ça. J'attendais plus un demi-disque cette fois, pour plusieurs raisons. Après la dernière fois, j'avais eu l'impression qu'il y avait une tendance à donner les médailles pour les gens qui étaient à leur dernière chance. Donc c'était ça, donc je n'étais pas à la dernière chance. Et je voyais aussi, de façon particulière, je voyais une candidate très forte, Marianne, dont on pourrait dire qu'elle travaille sur des sujets proches du mien. Et donc, étant un type qui aurait encore une chance et travailler proche du sujet de Marianne, je pensais que mes chances n'étaient pas bonnes pour cette fois. Mais ils ont réussi à voir que finalement j'ai fait suffisamment de choses différentes que ça ne pose pas un problème. Et, ils ont voulu les faire. Ils ont trouvé que c'était déjà suffisamment bien développé pour que ça mérite maintenant. Mais pour moi, j'étais surpris. En midi, les gens parlaient déjà beaucoup. Et je pensais que ça c'était. D'abord, je commençais à penser que ça serait hyper bon que ça se passe maintenant, parce que ça arrête la pression tout de suite. Pourrais profiter bien de Next Week sans cette discussion tout le temps sur. Et sinon, potentiellement, je devrais passer 8 ans avec la pression sans avoir. Et finalement, peut-être bien ça se passe. Donc c'était quelque chose qui était en 2010 et bon, ça ne s'est pas passé. J'avais en plus la situation d'être. Je devrais faire un exposé plénier au Congrès international, donc pour moi c'était une grande pression, parce que je n'aime pas faire des exposés pour un grand public. Ça m'a coûté beaucoup cette superposition de facteurs. Et après ça, j'ai décidé que je ne pourrais plus. C'est psychologiquement impossible de me fixer sur cela. Donc les gens vont continuer à parler, certes. Et peut-être ça va se passer pendant 8 ans. Je peux presque rien faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans. Il faut comprendre que ce n'est pas sur notre compte. Je ne peux pas contrôler ça, les résultats, etc. Donc me fixer sur cela, ça serait mauvais pour mon travail et même pour je sais pas ça. Donc j'ai décidé de continuer à travailler normalement en essayant au maximum de faire attention à cela. Et les choses que de temps en temps les gens font pour augmenter ses chances, soi-disant,
Parce qu'on sait, il y a des gens qui vont faire un peu plus de pubs, vont se concentrer à faire des exposés un peu mieux, qui vont être plus médaillables, se concentrer sur ces sujets. Donc il y avait beaucoup de choses, il y avait plein de suggestions que je recevais sur ce que je devrais faire pour essayer d'arrêter de ne pas faire ça. Et je fais des maths, et quand je ne fais pas de maths tout le temps, il faut aussi que je repose. Aussi, j'avais du mal à dormir avant les congrès de 2010, donc je commençais à faire la gym pour me fatiguer un peu plus et pouvoir dormir mieux. Et donc j'ai fait d'autres choses, des activités plus raisonnables. Je suis commencé à aller à la plage, des choses comme ça. Donc on voit... Et là, j'ai continué à faire mon travail. J'ai eu des très bons résultats, je crois, mais je n'avais pas une intention, je ne me focalisais pas, par exemple, à écrire vite les travaux pour qu'ils soient pris en considération par les comités de la médaille. On peut voir que quelques de mes travaux plus importants n'ont pas été... dont je parle, dont je sais faire avec mes co-auteurs depuis des années. On n'a pas essayé de l'écrire vite et en effet, ils ne sont pas disponibles. Il y a un, par exemple, qui est sorti en prépublication aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, je crois. Donc ça veut dire, donc ça n'a pas été pris en considération, mais ce n'était pas quelque chose que je cherchais à faire. Vraiment, je voulais juste faire des maths. Et quand je faisais un théorème avec mes collaborateurs, on laissait les temps pour qu'ils soient mûrs, on travaille. Et je me lançais sur d'autres sujets. J'ai un théorème important, je l'écris vite, etc. Je commence à faire d'autres maths tout de suite. Donc j'ai pris de façon assez les plus saines possibles, je crois, ces 4 dernières années, même parce que c'était pas facile, parce que les gens continuent à parler. Et de temps en temps, ils font avec les meilleures intentions, mais ça finit par être une pression. Et donc, quelquefois, j'ai cherché à faire disparaître les circulations pour éviter un peu trop ça. Et à part ça, je crois que je me suis bien porté. L'ICM 2018, c'est passé à Rio, c'est une opportunité énorme pour le développement de maths au Brésil. Et on a une grande chance qu'avec ces prix cette année, nous donne, ça fait qu'au Brésil, on va regarder un peu de plus près les maths à cause de ces prix-là. Donc c'est une possibilité de commencer très bien pour les prochains 4 ans. Maintenant, il faut faire un bon travail pour ne pas perdre toute cette énergie qu'on a gagnée et pouvoir profiter au mieux pour amener les maths à un public plus large, attirer des jeunes. D'abord, maintenant ils savent qu'il existe des recherches de maths. Tous ceux qui sont au sud de la médaille FUT savent qu'il existe des gens qui font des recherches de maths, c'est pas un sujet mort, etc. C'est pas toujours évident d'attendre qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est une carrière.